Je gère le plus grand réseau de business angel en France et chaque année, je vois passer des milliers de dossiers de startups qui cherchent à lever des fonds. Et j'observe que la plupart des levées échouent, non pas parce que les fondateurs ont une mauvaise idée, mais parce qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions avant de se lancer. Lever des fonds, ce n'est pas anodin. Mal préparé, une levée de fonds peut vous faire perdre du temps, de l'argent, et pire encore, vous pouvez regretter d'avoir commencé votre levée de fonds. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 questions que tout entrepreneur qui cherche à lever des fonds doit se poser avant de se lancer. Si vous ne pouvez pas y répondre très clairement, alors vous n'êtes pas prêt à lever des fonds. Avez-vous vraiment besoin de lever des fonds? Et si votre réponse ressemble à « je n'ai plus de trésorerie, j'ai envie de me payer, j'aimerais bien déléguer », alors ce ne sont pas des bonnes raisons pour lever des fonds. Ou plutôt, elles ne sont pas suffisantes. Lever des fonds, ça ne doit pas être un réflexe. C'est une nécessité stratégique pour certaines entreprises, et pas pour toutes. Une levée de fonds est essentielle dans les cas suivants. Vous opérez sur un marché avec de fortes barrières à l'entrée. Prenons un exemple simple. Un produit deep tech qui nécessite des années de développement avant de pouvoir être commercialisé. Et là, dans ce cas-là, effectivement, sans investissement, c'est un peu compliqué de développer ce produit. Un autre cas typique, les SaaS, Software as a Service. Par exemple, créer un logiciel qui veut concurrencer PayFit aujourd'hui sans financement, c'est quasiment mission impossible. Pourquoi? Parce que ces marchés bénéficient de fortes économies d'échelle. Plus votre entreprise grossit, plus le coût marginal pour adresser un nouveau client faiblit, voire même devient quasiment nul. Et plus de ce fait-là, pour un nouvel entrant, c'est très compliqué de venir vous concurrencer. Mais attention, il existe des contre-exemples. Guillaume Moubège de Lemlist a montré qu'on pouvait craquer des marchés de SaaS assez concurrentiels sans lever des fonds. Alors, est-ce que ce serait possible aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait encore lancer un logiciel comme Lemlist sans lever des fonds et réussir? Compliqué à dire. Une autre barrière majeure qui fait partie justement des barrières à l'entrée, c'est les effets de réseau. Plus il y a d'utilisateurs, plus le produit est utile aux consommateurs. Et donc plus il est difficile pour un nouveau produit de venir concurrencer ce produit déjà en place. C'est par exemple le cas des marketplaces. Quand il y a beaucoup d'offreurs, le produit est utile pour les demandeurs, et donc il y a plus de demandeurs, et donc c'est un produit qui est utile pour les offreurs. Dans ces cas-là, une levée de fonds peut être un accélérateur très important pour venir atteindre une taille critique. Donc vous comprenez que si votre réponse à pourquoi lever des fonds, c'est pour aller plus vite, c'est peut-être un mauvais signe. La clé ici, c'est de comprendre si vous pouvez avancer sans lever des fonds ou si vous en avez absolument besoin, et la différence change tout. Avez-vous vraiment envie de lever des fonds? Une fois que vous avez évalué si vous aviez un besoin existentiel de lever ou non, vous savez si vous avez le choix ou non. Et si vous avez ce choix, alors une deuxième question s'impose. Avez-vous vraiment envie de lever des fonds? Parce que lever des fonds, ce n'est pas neutre. C'est céder une partie du contrôle de votre entreprise. C'est aussi accepter de rendre des comptes à des acteurs extérieurs. Quand je dis rendre des comptes, je parle de façon très concrète. Par exemple, quand une startup vient de lever en pré-seed ou en seed, il est très fréquent que le pacte d'actionnaires impose un reporting mensuel ou trimestriel avec par exemple le nombre de clients, le MRR, le cash burn, la roadmap produit, le recrutement. En clair, ce n'est plus je pilote ma boîte comme je veux. Tous les mois, vous devez produire des chiffres fiables, préparer une synthèse structurée et parfois faire une visio avec vos investisseurs pour leur expliquer où vous en êtes. Dans la majorité des cas, une levée s'accompagne aussi d'un board d'investisseurs. Ce board peut, selon votre pacte d'actionnaires, avoir un rôle consultatif, mais aussi parfois un pouvoir de décision ou de veto sur certains sujets stratégiques. Par exemple, j'ai déjà vu des boards bloquer un recrutement clé parce qu'ils jugeaient que les finances de la société ne le permettaient pas à ce stade. Et ce n'est pas un cas isolé. À partir du moment où vous avez des investisseurs à bord, vous devez composer avec eux. En résumé, lever des fonds, c'est comme embarquer sur un voilier avec un équipage. Avant la levée, vous êtes seul capitaine à bord. Après la levée, vous avez un équipage. Oui, c'est vrai, ça va plus vite. Oui, ça va plus loin. Mais vous ne pouvez plus décider de changer de cap sur un coup de tête. Il faut aligner tout le monde, expliquer où vous allez et parfois négocier le cap. La question ici n'est donc pas seulement pouvez-vous lever, mais êtes-vous prêt à ce que votre aventure devienne collective? Lever au bon moment. Maintenant que vous êtes convaincu de vouloir lever des fonds, il reste une question cruciale. Quand lever? Si vous levez trop tôt, vous risquez de ne pas avoir assez de traction commerciale. Et dans le monde de l'investissement, pas assez de traction rime souvent avec « revenez plus tard ». Le problème, c'est que ce n'est pas neutre. Quand un investisseur vous dit « revenez plus tard », il vous a déjà catégorisé. Et même si vous revenez avec plus de traction, vous arrivez avec une étiquette. Et dans la jungle des levées, cette étiquette peut vous coller à la peau. A l'inverse, si vous avez de la traction solide, vous n'êtes plus en train de convaincre quelqu'un de vous donner une chance, vous êtes en train de négocier vos conditions. Mais
Meilleurs sont les chiffres, meilleur est votre pouvoir de négociation, meilleures seront vos conditions. Valorisation, mais pas que. Mais lever trop tard, c'est aussi un piège. Si vous attendez trop longtemps, vous risquez d'épuiser votre trésorerie. Et quand vous êtes en position de faiblesse, quand la levée devient une question de survie, le rapport de force s'inverse. Ce n'est plus vous qui choisissez vos investisseurs, ce sont eux qui choisissent leurs conditions. Ce que vous devez vraiment évaluer, c'est votre fenêtre de tir. Pouvez-vous encore aller chercher un peu plus de traction facilement? Êtes-vous sur un momentum à ne pas rater? Votre trésorerie vous laisse-t-elle une marge de manœuvre? Parce qu'une levée de fonds, c'est comme prendre une vague. Si vous partez trop tôt, vous coulez. Si vous partez trop tard, la vague vous passe sous le nez. Mais si vous le prenez au bon moment, elle vous propulse très loin. Et ce momentum, il ne dépend pas uniquement de votre boîte. Il dépend aussi du marché. Pendant le Covid, par exemple, les conditions étaient exceptionnelles. La BCE injectait des milliards, les taux étaient bas, les investisseurs signaient vite et à des valorisations élevées. Certaines startups ont surfé cette vague et levé des montants records, parfois avec très peu de traction. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Les taux ont remonté, le capital est plus rare, les investisseurs sont plus rationnels, ils prennent plus de temps, investissent moins souvent et à des conditions plus serrées. Mais même dans des marchés tendus, il y a des fenêtres à saisir. Certains secteurs ont leur moment. L'IA en 2023, la défense en 2025. La clé, c'est de sentir quand la vague se forme et d'être prêt à le prendre au moment exact où elle soulève votre planche. Quelle est votre limite? Lever au bon moment, ce n'est pas juste augmenter vos chances de lever, c'est aussi changer le rapport de force. En position de force, vous fixez les règles. En position de faiblesse, vous les subissez. Et c'est là qu'entre en jeu une question décisive. Quelle est votre limite? Autrement dit, en dessous de quelles conditions la levée devient inacceptable? Et attention, cette limite ne se résume pas à une valorisation, elle englobe aussi des conditions financières souvent méconnues mais décisives. La liquidation préférentielle, la clause de ratchet et toutes les conditions qui peuvent au final déterminer combien vous garderez vraiment le jour de la sortie. Donc, première étape, comprendre les outils que vous signez. Vous n'avez pas besoin de devenir juriste, mais vous devez maîtriser les 20% des notions qui engendrent 80% de l'impact sur votre future sortie. Je vous renvoie à mes vidéos sur la liquidation préférentielle et la clause de ratchet où je rentre en détail dans ces mécanismes. Deuxième étape, fixer des scénarios concrets. Par exemple, une valorisation cible sans liquidation préférentielle, une valorisation avec liquidation préférentielle non participative, une valorisation avec liquidation préférentielle participative et une clause de ratchet. Pourquoi? Parce que tout est corrélé. Une valorisation élevée, assortie de clauses agressives, peut sembler séduisante à court terme, mais elle peut vous coûter très cher au moment de la revente. Beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur. Ils maximisent la valorisation en acceptant des conditions préférentielles très favorables aux investisseurs, pas à eux. Résultat, si leur startup ne devient pas une licorne, la liquidation préférentielle peut absorber une part énorme du produit de la vente. Et plus la valorisation que vous acceptez aujourd'hui est élevée, plus la barre sera haute au prochain tour, ce qui augmente mécaniquement votre risque d'échec à la levée suivante. Troisième étape, fixez une vraie ligne rouge, une limite basse en dessous de laquelle vous refusez de lever, une valorisation cible idéale et une date butoir pour éviter que la levée ne s'éternise. Par exemple, si au bout de 6 mois, je n'ai pas obtenu une LOI satisfaisante, j'arrête cette levée. Partie 5, suis-je prêt à délivrer? La dernière question à se poser, c'est peut-être la plus importante et elle part d'une erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent. La question, c'est suis-je prêt à délivrer? Parce que beaucoup considèrent la levée de fonds comme une fin en soi. On boucle la levée, on sabre le champagne, on poste sur LinkedIn et bien sûr, c'est légitime. Une levée bouclée, c'est la fin d'un processus long et exigeant. Et il faut savoir célébrer les victoires, même les petites. Mais la levée n'est pas une victoire stratégique, c'est le début du vrai combat. Lever des fonds, c'est signer un engagement implicite, délivrer des résultats. Les investisseurs qui viennent d'entrer au capital ne vous donnent pas un trophée, ils vous donnent un chronomètre. Si vous avez levé pour 18 mois de renouer, alors le compte à rebours est lancé. Vous avez 18 mois pour prouver que votre produit grandit, votre traction s'accélère, vos métriques sont solides et que vous méritez une prochaine levée à une meilleure valorisation. Parce que dans la logique des levées successives, la suite d'un site, c'est souvent une série A, puis une série B et ainsi de suite. Et pour franchir chaque étape, il faut livrer ce qui a été promis. Autrement dit, une levée, ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Et la vraie question à se poser avant de lever, ce n'est pas seulement est-ce que je peux lever, ni même à quelles conditions je lève, mais bien est-ce que je suis prêt à délivrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez un lien qui vous permet de retrouver les 5 decks, 5 templates de decks à réutiliser pour votre propre levée de fonds. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo sur la liquidation préférentielle, sur la clause de ratchet que j'ai mentionnée dans cette vidéo. Vous pouvez cliquer à l'écran pour aller les voir.